Stéphane Mallarmé. Ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient lampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix, que ne recueille pas de cinéraire amphore. Voici un quatrain extrait du sonnet en X de Mallarmé, dont vous aurez certainement saisi l'hermétisme et le caractère extrêmement travaillé jusqu'à la perte du sens pour le lecteur. Nous allons explorer la poétique de cet auteur extrêmement intéressant et souvent trop assimilé à l'hermétisme sans qu'on creuse sa poétique très symboliste. Quelques éléments biographiques d'abord pour mieux comprendre qui fut Stéphane Mallarmé, un des grands poètes de notre panthéon français. Stéphane Mallarmé est né en 1842 et mort en 1898, l'année de l'affaire Dreyfus. Il est mort avec le 19e, si vous voulez. Sa vie entière a été consacrée à la poésie, qui exigerait, d'après lui, un don de soi total. Il a connu les affres de la création, la douleur de la page blanche, l'angoisse de la poursuite d'un idéal poétique extrêmement exigeant, fondé sur l'hermétisme, l'élitisme. Il est né à Paris en 1842 et a perdu sa mère à 5 ans. C'est un enfant rêveur, il dit plus tard avoir une âme lamartinienne. Dès l'enfance, dès l'adolescence, il lit énormément de poésie, Lamartine donc, et puis ensuite Baudelaire qui va énormément l'influencer, nous y reviendrons. Il écrit des vers dès son adolescence et puis ensuite il poursuit des études de littérature anglaise et part en Angleterre où il se marie en 1863. En 1864, il a une petite fille qui sera mentionnée dans certains de ses poèmes. Et il devient professeur d'anglais. Comme beaucoup de professeurs, sa vie est faite de routine, de monotonie, et c'est un véritable poète fonctionnaire. Il a une vie bourgeoise et confortable avec sa femme et sa fille, mais il essaye d'esquiver ce destin monotone, d'y échapper par une poésie noble. On voit bien cette aspiration à l'ailleurs qu'est la poésie, pour échapper à la routine de la vie ordinaire bourgeoise dans le poème Brise marine, qui est un de ses plus beaux et que je vais vous lire ici pour que vous entendiez que Mallarmé, ce n'est pas seulement ce sonnet en X particulièrement étrange dont j'ai fait retentir le premier quatrain au début de ce diaporama. Brise marine. La chair est triste hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui désolé par les cruels espoirs croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus sans mât, ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. C'est un extrait donc c'est le poème en entier, Brise marine, extrait de recueil Vers et prose paru en 1893. Mallarmé, en tant que professeur d'anglais, est nommé à différents postes, Tournon, Besançon, Avignon, et puis ensuite à Paris, où il s'installe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare, où tous les mardis, il reçoit ses amis artistes qui deviennent ses disciples. On parle désormais des mardis de Mallarmé, qui sont donc ces réunions de différents artistes et jeunes écrivains de l'époque, à partir de 1880, chez l'auteur et sa femme. Les poètes symbolistes en font leur chef de file. Ils élisent même leur prince des poètes après Verlaine, après la mort de Verlaine. L'écrivain est suivi par beaucoup de jeunes littérateurs, parmi lesquels les fameux Paul Valéry, Paul Claudel ou encore André Gide. C'est un véritable mentor, même s'il a déclaré « J'abomine les écoles. Ce qui m'a donné l'attitude de chef d'école, c'est d'abord que je me suis toujours intéressé aux jeunes gens. »
Il refuse d'être assimilé à un mouvement et déclare dans un autre texte « Au fond, je suis un solitaire ». Il est à la poursuite, toujours solitaire, de son grand idéal politique. Pas politique, surtout pas politique, pardonnez-moi le lapsus, poétique. Le jeune Mallarmé est d'abord extrêmement marqué par l'influence de Baudelaire qu'il a lu adolescent. Sa lecture est une véritable révélation pour lui. Il reprend la notion de spleen qui devient ennui chez Mallarmé et puis celle d'idéal qui devient l'azur chez lui. Et la notion bien sûr d'ailleurs, cet azur qui permettrait de fuir le réel. Et cet ailleurs avec un A majuscule, cet azur avec un A majuscule, c'est la poésie idéale qu'il poursuit malgré son angoisse de la page blanche. On retrouve chez Mallarmé aussi le thème baudelairien de l'importance des miroirs, l'idée que ce que nous apercevons dans la réalité n'est que le pâle reflet des essences auxquelles la poésie, la vraie, donne accès. Alors, le poème L'Azur est extrêmement influencé par le poème Spleen de Baudelaire. Je vous lis le premier quatrain et le dernier pour que vous ayez une idée de cette influence baudelairienne sur Mallarmé. De l'éternel azur, la sereine ironie accable belle indolemment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. Il roule par la brume, ancien et traverse ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr. Où fuir dans la révolte inutile et perverse? Je suis hanté. L'azur, 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 l'azur. Stéphane Mallarmé, 1864. Mallarmé publie ensuite des poèmes dans la revue Le Parnasse contemporain. Il appartient donc un temps au groupe des poètes du Parnasse avant de s'en détacher. Et puis ensuite, autre période dans la vie poétique de Mallarmé, il rêve de grands livres poétiques. Il commence à écrire un drame, Hérodiade, dont il n'écrit que l'ouverture et un intermède lyrique, toujours autour de cette obsession de l'inaccessible beauté. Et puis ensuite, il écrit L'après-midi d'un faune en 1876, à partir duquel Debussy compose le magnifique prélude à L'après-midi d'un faune, que je vous recommande d'aller écouter sur YouTube dès après le visionnage de cette vidéo. Cette poésie, L'après-midi d'un faune, met en scène des rêves sensuels. Mais elle est de plus en plus hermétique et il est de plus en plus difficile de comprendre de quoi elle parle concrètement. On note l'abondance d'images et de symboles de plus en plus complexes à interpréter. Et ça, c'est le cheminement de Mallarmé vers sa poétique de l'hermétisme qui va dominer à la fin de son œuvre. Le règne de l'hermétisme, donc, dans la dernière partie de la vie de Mallarmé, et c'est ce qu'on a beaucoup retenu de ce poète. Alors pourquoi cette poésie hermétique, c'est-à-dire fermée, comme le trobarclus des troubadours, dont vous vous souvenez peut-être du cours d'histoire littéraire du premier semestre. Pourquoi cette poésie close, cette poésie qui, comme une boîte fermée, ne se laisse pas ouvrir au premier venu, mais pour laquelle il faut des clés? D'abord, cette poésie a un sens. L'idée, c'est de rechercher les essences des choses à travers des images de plus en plus complexes. Mallarmé déclare « Je dis une fleur, et musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous les bouquets. » C'est-à-dire la fleur en soi, l'idée de fleur. Alors, il y a bien sûr le risque que les essences que la poésie cherche à nommer, cherche à exprimer par l'image, par la métaphore, cherche à approcher, restent intraduisibles. C'est une poésie hantée par l'échec, l'absence, le néant, qui abolissent la magie. Dans cette poétique de l'hermétisme, l'idée c'est de faire de la poésie un langage distinct de ce que Mallarmé appelle les mots de la tribu, les mots de tout le monde, le langage ordinaire. C'est inventer une langue nouvelle, une langue précieuse, magique, accessible seulement aux initiés et qui permet d'accéder à la vérité des choses, à l'idée des choses. Pour cela, il faut donc se retirer du monde dans une poésie aristocratique et élitiste, inaccessible au vulgaire, inaccessible à l'homme du peuple. Mallarmé écrit que les masses lisent la morale, mais de grâce ne leur donnez pas notre poésie à gâter. Ô poète, vous avez toujours été orgueilleux, soyez plus
devenait dédaigneux. Le poète doit être, nous dit encore Mallarmé, en grève devant la société. Il se réfugie dans sa tour d'ivoire, dont parlait Nerval, loin de la société, de sa vulgarité et de son langage qui a perdu l'essence des choses. La poésie devient donc une langue sacrée dont il faut refuser l'accès aux profanes, comme à un temple dans lequel ne pourraient pénétrer que les initiés. Mallarmé dit qu'il faut inventer pour l'écartement des importuns une langue immaculée, des formules hiératiques dont l'étude aride aveugle le profane. Mallarmé élabore une véritable religion de l'art. Dans cette religion de l'art, cette religion c'est comme un mystère antique. Il faut faire apparaître la magie du langage. Et comment faire apparaître la magie du langage? Eh bien, par le biais du symbolisme. Par le biais du symbolisme, c'est-à-dire que par tout un tas de symboles, on ne va pas nommer un objet, mais le suggérer. Et le mot va primer petit à petit sur la chose. C'est ce que dans le sonnet en X, Mallarmé appelle l'abolibibelot d'inanité sonore. La poésie mallarméenne, elle est marquée par sa très grande audace. À la fin de sa vie, Mallarmé mène des expériences poétiques de plus en plus complexes, de plus en plus audacieuses. La musicalité et la disposition typographique innovantes sont des nouveaux moyens pour lui de tenter d'approcher autrement, par un nouveau langage poétique, l'essence des choses. C'est une expérience qu'il mène à son extrême dans son poème « Un coup de dé n'abolira jamais le hasard », où la disposition des mots sur la page et leur rythme priment sur le sens qui se perd petit à petit dans ces poèmes extrêmement compliqués. C'est une poétique du raffinement, de la conclusion, de la concision, une poétique précieuse, avec un goût très affirmé du complexe et du subtil. L'idée, c'est vraiment de lutter contre la banalité et de redonner aux mots leur pureté et leur sens originel. Alors, pour cela, eh bien, Mallarmé n'hésite pas à faire réentendre les mots d'une manière nouvelle, en bouleversant la phrase, en bouleversant la syntaxe. Il exhume des mots rares, des mots vieillis, des mots étranges, ou bien il regroupe les mots plus selon leur son, selon leur musique, que selon leur sens. Il opère des rapprochements phoniques. Ce ne veut pas dire qu'il abandonne tout à fait les vers réguliers, il fait souvent des sonnets en alexandrin, mais même dans les sonnets, la phrase est disloquée. Il écarte le verbe du sujet, il multiplie les ellipses, il multiplie les périphrases. On va réécouter, maintenant qu'on sait tout ça sur la poétique de Mallarmé, le sonnet en X, cette fois dans son entier, pour terminer, et pour que vous entendiez cette poésie hermétique, certes, aristocratique, bien sûr, complexe, mais avant tout magique, dont la seule musique fait apparaître des symboles pour les oreilles qui savent les écouter. Ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient lampadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences, au salon vide, nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Vous entendez les sonorités, la musicalité. Mais proche la croisée, au nord vacante, un or agonise peut-être selon le décor, des licornes ruant du feu contre une nyx, elle défente nue en le miroir encore, que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe, de scintillation, sitôt le septuor. Je vous invite pour creuser ce cours sur Mallarmé à aller visionner la vidéo sur le symbolisme, où les disciples de Mallarmé, quoi qu'il en dise, se sont réclamés de sa poétique extrêmement audacieuse. Bonne journée.